Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Et vous avez bien raison, Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire aujourd'hui de la géopolitique avec le sommet de la communauté politique européenne. Ça se déroule dans la capitale arménienne Erevan en ce début de semaine. Et c'est là, à Erevan, qu'Andrej Babiš, le Premier ministre tchèque, a également rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans la suite du programme, notre série consacrée aux endroits où courir ou faire son jogging dans la capitale tchèque. On vous emmène aujourd'hui sur l'esplanade de l'Etna. Voilà pour l'essentiel du programme. Merci de nous suivre. On fait pour l'instant le point sur l'actualité et c'est en compagnie de Guillaume Narguet. Les informations. Bonjour à toutes et à tous, c'est par l'épreuve de mathématiques qu'a commencé ce lundi matin dans tous les lycées de République tchèque l'examen de la maturita, l'équivalent du baccalauréat en France. Au total, ce sont près de 85 000 élèves qui s'efforceront de décrocher donc cette maturita, ce diplôme national qui sanctionne la fin des études secondaires. Dans le système tchèque, seules 2 matières sont obligatoires dans ce qui est appelé le tronc commun, un tronc dont le contenu est défini par le ministère de l'Éducation pour tous les établissements du pays, à savoir langue et littérature tchèque et au choix mathématiques ou langue étrangère. Le contenu des épreuves suivantes est ensuite déterminé par les établissements eux-mêmes en fonction de leur orientation avec de nouveau une épreuve de langue et de littérature tchèque et une autre de langue étrangère, puis d'autres épreuves obligatoires, et ce, dans 2 ou 3 autres matières. Le président finlandais a entamé ce lundi une visite de 2 jours en République tchèque. Dans la matinée, Alexander Stubb a d'abord été reçu au château de Prague par son homologue tchèque Petr Pavel. Un entretien à l'issue duquel les 2 chefs d'État ont déclaré que quel que soit le moment et la manière dont s'achèvera le conflit en Ukraine, la Russie restera le principal défi en matière de sécurité pour l'Europe. Petr Pavel et Alexander Stubb ont également convenu de la nécessité, je cite, de renforcer le pilier européen de l'OTAN. La sécurité européenne doit reposer sur ses propres capacités, a déclaré le président tchèque, tout en précisant que cela ne signifiait pas pour autant un affaiblissement du partenariat transatlantique. Son homologue finlandais s'est également prononcé en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN, soulignant qu'à son avis, aucune force militaire en Europe ni aux États-Unis n'était en mesure de combattre comme le fait l'Ukraine. Politique étrangère toujours dans le cadre du sommet de la communauté politique européenne. Andrej Babiš s'est entretenu ce lundi à Yerevan, en Arménie, avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et ce au sujet de l'augmentation des dépenses de défense au sein de l'Alliance. Un échange à l'issue duquel le Premier ministre tchèque a assuré que son gouvernement, régulièrement critiqué pour le montant insuffisant du budget consacré aux dépenses militaires, se concentrerait sur cette question et que lui-même l'envisageait d'un œil optimiste. Nous allons bien sûr tout mettre en œuvre pour y parvenir, car c'est un véritable défi. Chaque fois que quelqu'un me lance un défi, je relève le gant, a notamment déclaré Andrej Babiš. Le chef du gouvernement tchèque s'est également félicité de la nomination la semaine dernière de Jakub Landowski, ancien ambassadeur tchèque auprès de l'OTAN, comme envoyé spécial du gouvernement pour le suivi justement des engagements de la République tchèque au sein de l'Alliance. Système qui permet de tracer numériquement le paiement de la TVA et ce afin de limiter l'économie grise. Le registre électronique centralisé des recettes des entreprises, un système appelé EET en tchèque, sera probablement réinstauré à compter de janvier prochain. En effet, ce lundi, le gouvernement a approuvé le projet allant dans ce sens, présenté par la ministre des Finances. Selon le cabinet, son application devrait permettre de faire rentrer près de 590 millions d'euros supplémentaires dans les caisses de l'État.
Le texte, qui comprend également diverses autres modifications fiscales, va désormais être soumis à l'examen du Parlement dans ce nouveau système EET, donc, qui contraint les entreprises à déclarer toutes leurs recettes via des caisses enregistreuses. Les paiements en espèces et par carte seront enregistrés lors du contact direct avec le client ou dans l'établissement, contrairement à la version précédente de cette EET, dont l'application a été supprimée à la fin de l'année 2022. Les commerçants ne seront pas tenus de délivrer des tickets de caisse papier aux clients, sauf si ceux-ci en font la demande. Un mot de sport et de hockey sur glace. Auteur de 28 arrêts et élu première étoile de la soirée, Jakub Dobeš a été l'un des grands artisans de la victoire 2-1 des Canadiens de Montréal aux dépens de Tampa Bay dans le 7e match décisif du premier tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, disputée dimanche en Floride. Grâce à ce succès, la franchise québécoise a remporté la série 4-3 et s'est ainsi qualifiée pour le deuxième tour des playoffs de la NHL, comprenait la prestigieuse Ligue nord-américaine de hockey sur glace. Avec un pourcentage d'arrêt supérieur à 96% dimanche soir, le gardien tchèque, qui a disputé, rappelons-le, son premier match sous le maillot de Montréal en décembre 2024 et s'est depuis progressivement imposé dans la cage des Canadiens, a confirmé son excellente forme de ces derniers mois, une forme qui avait déjà grandement contribué à la qualification de Montréal pour les playoffs donc de la NHL. On termine ce bulletin comme toujours avec un mot de météo. C'est un temps toujours plus nuageux qui régnera sur l'ensemble du territoire ce mardi jour de la fête des Cloudiers. Après des dernières semaines très sèches et avant un mercredi plus humide, quelques précipitations sont attendues notamment dans le nord-ouest de la Bohême. Les températures resteront très élevées toutefois et varieront entre 22 degrés dans l'ouest de la Bohême, 26 à Prague et 28 degrés dans le sud de la Moravie ou en Moravie-Silésie. Enfin, à Prague, sachez que le soleil se lèvera à 5h29 et se couchera à 20h24. Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš est donc dans la capitale arménienne pour participer au sommet de la communauté politique européenne, la CPE. Juste avant, il a rencontré à Erevan le président ukrainien Volodymyr Zelensky, une première depuis la mise en place de la coalition gouvernementale à Prague et le retour d'Andrej Babiš au pouvoir. Une réunion productive avec le Premier ministre de la République tchèque Andrej Babiš. Nous avons discuté en détail des domaines bilatéraux de nos relations. Il existe un réel potentiel pour approfondir notre coopération. Nous avons également abordé séparément la voie européenne et les prochaines étapes sur le chemin de l'Ukraine vers l'adhésion à l'Union. Je remercie l'ensemble du peuple tchèque pour son soutien formidable et sincère à l'Ukraine. Nous l'apprécions vraiment. C'est ce qu'a indiqué sur les réseaux sociaux après sa rencontre avec le chef du gouvernement tchèque, le chef de l'État ukrainien, qui a eu d'autres rendez-vous bilatéraux à Erevan, notamment avec le chef du gouvernement slovaque, Robert Fico. Nous nous sommes entretenus en tête-à-tête. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous nous sommes vus pour la première fois en 2019, au total déjà 4 fois. Nous avons parlé ensemble de la situation actuelle sur le front et de la manière de mettre fin à toute la guerre, mais nous avons aussi abordé l'aide à la reconstruction d'après-guerre de l'Ukraine qui peut représenter une grande opportunité pour les entreprises tchèques. Fin juin, je participerai à la conférence de Gdansk où ce sujet sera traité et où nous nous reverrons. Merci pour cette rencontre. C'est ce qu'a pour sa part indiqué le Premier ministre tchèque. L'initiative tchèque pour les munitions, que Prague continue d'organiser pour l'armée ukrainienne, mais ne finance plus directement depuis le retour d'Andrej Babiš au pouvoir, n'a pas été publiquement mentionnée par les deux responsables politiques. Il est clair que l'Ukraine peut difficilement accepter les conditions envisagées par le président Vladimir Poutine. Néanmoins, des négociations ont déjà eu lieu par le passé et il est certain qu'il faut les poursuivre, mais pour l'instant, on attend de voir de quelle manière la partie américaine va s'impliquer. C'est ce qu'a précisé devant les journalistes tchèques Andrej Babiš,
qui participe donc en ce début de semaine à son premier sommet de la communauté politique européenne, le 8e depuis la création de cet ensemble informel à Prague. C'était en octobre 2022, un ensemble qui réunit plus d'une quarantaine d'États du continent européen. Le Premier ministre tchèque s'est par ailleurs entretenu ce lundi, toujours à Erevan, avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à nouveau au sujet de l'augmentation des dépenses au sein de l'Alliance Nord-Atlantique. Et bien plus que la conférence de Gdansk mentionnée par Andrej Babiš, le rendez-vous international qui fait l'objet de nombreuses discussions à Prague, eh bien c'est le prochain sommet de l'OTAN prévu à Ankara en Turquie les 7 et 8 juillet. Certains membres du gouvernement refusent de laisser le président Petr Pavel, ancien président du comité militaire de l'Alliance, y représenter la Tchéquie, tandis que le chef de l'État estime, lui, que c'est son rôle. L'OTAN était en tout cas au cœur de son entretien ce lundi matin avec son homologue finlandais Alexander Stubb, reçu au château de Prague. On en profite pour rediffuser ce que nous avait dit à l'époque Jaroslav Kurfürst au moment de la création de la communauté politique européenne à Prague en octobre 2022. Jaroslav Kurfürst, devenu entre-temps ambassadeur tchèque à Paris, mais qui avait été pour beaucoup dans l'organisation de ce premier sommet dans la capitale tchèque. Je pense qu'il y a une certaine attraction de leaders européens de rencontrer, de parler la situation qui est si grave. Alors c'est une plateforme qui n'est pas limitée par l'agenda. Les gens bien sûr vont parler de la guerre en Ukraine, de la situation au marché énergétique ou de la situation économique. Mais bien sûr, c'est une plateforme pour le dialogue. Dans votre rôle, quelle était la plus grande crainte avant cette fin de semaine chargée à Prague ? On était très curieux si ça sera attractif pour les gens, pour les leaders. Et puis, c'est un événement très très grand, vraiment une mobilisation de protocoles, de tous ces services logistiques, et aussi de faire ça comme une plateforme utile. Je pense qu'on a réussi, mais bien sûr, on a justement commencé alors, mais j'en suis sûr que ça sera utile. Quel message veut-on adresser de Prague à Vladimir Poutine ? Vous le disiez, l'Ukraine est au centre des préoccupations, évidemment. Je pense que le message numéro 1 est tous ces leaders qui sont venus, les 44 pays européens dans une compréhension de l'Europe plus large, sont unis derrière le droit international, derrière les principes qui étaient formulés par exemple dans le Helsinki Final Act, non-violence, le respect de ce qui s'appelle en anglais Rule-Based International Order. Le respect des règles du droit international. Merci, exactement. Et ça fait la Russie, ça pousse la Russie dans la position d'isolation qui malheureusement ils ont choisi. Mais je pense que ça s'approfondit parce que tout ça, le respect au droit international, on le voit partout, c'est universel, c'est pas seulement les leaders européens. L'isolement, ça c'est le problème très grave du régime de M. Poutine. Vous le savez, chères auditrices, chers auditeurs, si vous nous suivez de près, Radio Prague International vous propose une nouvelle série consacrée aux endroits dans la capitale tchèque où courir ou faire son jogging. Aujourd'hui, nous allons au parc de l'Etna qui s'impose comme l'un des lieux préférés des Pragois pour s'adonner à la course à pied. Évoluant au fil de la journée, c'est un lieu vivant sur les hauteurs de la ville qui attire des visiteurs nombreux et très variés. Une fois le footing terminé, il est possible d'y profiter à la fois d'un verre au soleil, bien mérité, ainsi que d'une vue imprenable sur Prague. Plus d'infos, c'est avec Inès Cuvillier. Tintement des éco-cups, éclats de rire et chants des oiseaux en fond sonore bienvenue au parc de l'Etna.
Dans la partie est du parc se situe le Beer Garden, un espace aménagé où les tables tendent les bras aux coureurs fatigués, dont certains viennent s'y réhydrater. Tous se retrouvent ici, familles en roller, enfants qui jouent, chiens qui courent ou véritables coureurs ou encore jeunes apprentis skateurs. Mais avant de profiter de cette atmosphère, l'accès au parc se mérite. Si vous arrivez à l'Etna par le pont Tcherouv-Most, qui se trouve à son pied, près de 200 marches vous attendent. De quoi faire monter le cardio très rapidement et solliciter les ischios dès les premières minutes. Un échauffement exigeant, mais idéal pour se mettre en jambes. Une fois en haut, la récompense ne se fait pas attendre. L'Etna se dévoile progressivement. Situé dans le 7e arrondissement de Prague, à 2 pas du centre historique, non loin du château de Prague ou encore du stade du Sparta, le parc offre un équilibre parfait entre nature et ville. De larges allées, une grande étendue verte et surtout une vue panoramique sur la rivière. Un cadre qui attire aussi bien les Pragois que les visiteurs de passage, comme ces 3 amis venus visiter Prague le temps d'un week-end. Séduits, Lisa, Franzi et Timo ont trouvé de la place dans leurs valises pour y glisser leurs chaussures de course. My name is Lisa and I'm from the Netherlands. I am Francie, I'm 23 years old. My name is Timo, I'm 23. 24, oh 24. Yes, 24. I most of the time take them if I know I will have time to run, then I'm mostly... Je prends souvent mes chaussures de course avec moi en vacances, surtout quand je sais que j'aurai le temps de courir. Quand je suis dans une ville, j'aime la découvrir en courant, j'enfile mes baskets et je pars à la recherche d'un parc. With my shoes and look for a park or nice spots to run. A friend of ours told us that it's really nice to go running here in Prague, and since I go running... On a entendu dire par des amis que Prague était une ville très agréable pour courir. Et puisque je cours essentiellement quand je suis avec des amis, je me suis dit que c'était une bonne opportunité ici. Since I go running with my friends, I was like, yeah, I'm going to take them with me. À l'Etna, les bonnes conditions de course sont réunies. Après les marches, le parcours est beaucoup plus roulant. Le parc s'étend sur environ 1,5 km de long et la grande boucle permet d'atteindre les 4 voire 5 km. Avec un dénivelé relativement faible et des chemins globalement plats, il est facile d'y trouver son rythme, que ce soit pour un footing tranquille ou une séance plus soutenue grâce à une longue allée en ligne droite. Un aspect confirmé par les habitués du parc, on a demandé à Simona, coureuse pragoise, pourquoi elle venait courir ici. Le parc a une bonne taille, il n'est pas bondé de monde, donc chacun peut y trouver sa place, les coureurs comme les marcheurs. C'est parfait ici, on est un peu en hauteur, donc l'air est meilleur que dans le centre-ville. J'habite près du parc de l'Etna et je n'aime pas courir en centre-ville. Je préfère les chemins en terre plutôt que l'asphalte. Ici, c'est l'endroit idéal. Mais courir à l'Etna, c'est aussi se plonger dans un lieu chargé d'histoire. L'Esplanade fait partie des premiers parcs publics aménagés à Prague et au détour du parcours, difficile de manquer une structure imposante, un métronome de 23 mètres de haut. Édifié après la Révolution, ce métronome géant se trouve à l'endroit où jusqu'au début des années 1950 s'élevait une statue monumentale de Staline. Aujourd'hui, le lieu offre l'un des plus beaux points de vue, sur la rivière et sur les ponts de la ville. Un arrêt parfait pour prendre une photo en même temps que de reprendre ce souffle. Franzi et Lisa ont capturé la vue sous tous les angles et comptent bien se souvenir de ce parc. Elle nous confie. And it has a nice view, which is also good. And I really like Il y a une vue superbe, ce qui est un réel avantage pour le parc. J'aime aussi beaucoup le fait qu'il y ait un point d'eau. L'étang fait vraiment la différence. I think because there's a lot going on here, people do all different... Il y a beaucoup d'animations, beaucoup de vie. Les gens font tout un tas de choses comme promener leur chien, passer du temps entre amis, boire une bière, mais aussi simplement s'allonger dans l'herbe en profitant de l'environnement et du moment présent. Like sit down and enjoy the surroundings. Côté accessibilité, le parc est très facile à rejoindre depuis le centre-ville, notamment en tramway, avec plusieurs lignes qui desservent l'arrêt Letenske-Namesti. Plusieurs entrées permettent d'adapter son parcours et surtout d'éviter les marches pour les moins courageux. Vous n'avez donc plus d'excuses entre parcours accessible, panorama exceptionnel et ambiance unique. Le parc de l'Etna s'impose comme un lieu incontournable pour courir à Prague, mais aussi pour repartir avec la photo parfaite pour alimenter votre prochain post Strava.
Et pour terminer, on va faire un tour du côté de Velvary à la sortie de Prague. C'est dans cette petite commune que se trouve la boutique Perník Kača, une abréviation des mots perník, pain d'épices, et de Kača, le diminutif de la propriétaire Kateřina. Tak já si vezmu pro ženu srdíčko. A chcete s mandličkama nebo takhle s tou bílou kytičkou? S mandličkama. Já jsem to brala tak, že je to taková laboratoř toho, jak... Pour moi, cette entreprise est un laboratoire qui me permet de tester jusqu'où on peut aller en combinant la fabrication du pain d'épices et la pâtisserie. Je voulais aussi créer un lieu agréable où on aime revenir, qui invite à se reposer, où le temps passe un peu moins vite. Un lieu à l'odeur du pain d'épices qui évoque chez de nombreux Tchèques des souvenirs d'enfance. Et ce dont j'ai rêvé s'est réalisé. Zastaví a bude jim tady krásně. A to si myslím, že se opravdu stalo. Se félicite Kateřina, mère de 3 filles avec lesquelles elle arrive à préparer pour sa famille 12 sortes de biscuits de Noël en une seule journée. Diplômée en enseignement du théâtre et en communication entre sourds et entendants, Kateřina a commencé son activité entrepreneuriale il y a une dizaine d'années pour finalement ouvrir sa boutique en 2020. Je n'ai jamais véritablement songé à fonder une fabrique de pain d'épices, mais pendant mon congé parental, qui était assez long puisque nos 3 filles sont nées en l'espace de 5 ans, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire ici, dans notre petite ville, pour ne pas être obligée de me déplacer à Prague ou ailleurs. Mon projet était de rester auprès de mes enfants, tout en ayant une activité professionnelle. Il se trouve que je suis une passionnée de pain d'épices depuis l'âge de 18 ans. Créer de nouvelles recettes, les peaufiner, c'est quelque chose qui me plaît énormément, tout comme la décoration. Pour moi, ce sont presque des moments de méditation. Et comme mes produits plaisaient également aux autres, je me suis lancée dans cette activité. C'est mon grand-père qui m'a acheté mon premier four professionnel. Tu, kterou jsem měla jako první, to mám teďka normálně v mojí kuchyni. La douce odeur traverse non seulement la pittoresque maison du début du XVIIe siècle où Kateřina fabrique et vend ses spécialités où elle habite avec sa famille, mais également toute la rue et une petite place adjacente. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Notre maison a été construite précisément en 1609 par l'architecte italien Santini Malvasione. À cette époque, il rénovait l'église gothique Sainte-Catherine située juste en face de chez nous. La maison faisait partie des remparts puisqu'elle est rattachée à l'une des 5 portes de la ville appelée Fortna. Au XXe siècle, un tanneur avait son atelier ici et plusieurs personnes m'ont dit qu'il fallait se boucher le nez en passant par la porte à cause de la mauvaise odeur du tannage. Ensuite, plusieurs familles juives ont vécu dans la maison et nous avons même été en contact pendant un certain temps avec les descendants de l'une de ces familles qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Ils vivent aujourd'hui en Grande-Bretagne. Mon mari et moi, nous avons acheté la maison en 2006 alors qu'elle servait d'entrepôt de pneus. Il y avait de la moisissure un peu partout et une bien mauvaise odeur également. Nous l'avons progressivement rénovée en commençant par le rez-de-chaussée où se trouve actuellement la boutique et l'atelier de fabrication et où nous habitions à l'époque. Kateřina Voláková renoue avec la tradition ancestrale du pain d'épices introduite dans les pays tchèques au XIVe siècle. Perníkáři tady ve Velvarech mají velikou tradici. Dochovaná zmínka je z roku 1555. Comme l'explique Jana Žáková, conservatrice au musée de Velvary, cette tradition existe dans la petite ville de Bohême centrale depuis 1555. Considéré d'abord comme un produit de luxe, le pain d'épices connaît un véritable essor dans les pays tchèques dès le XVIIe siècle. Le processus de fabrication ancestrale est bien différent de celui d'aujourd'hui. Tak tady úplně nejdřív vidíme takovou krásnou starodávnou truhlu. Dans ce beau coffre en bois, nous conservons la pâte à pain d'épices comme on le faisait à l'époque, explique encore Jana Žáková. On dit que quand une fille naissait dans la famille d'un fabricant de pain d'épices, on préparait la pâte et on la laissait reposer jusqu'à son mariage. Donc par exemple, 20 ans après, on la ressortait, on la retravaillait et on en faisait de petits pains d'épices aux formes variées. Ici, dans ce coffre, nous avons la pâte préparée en 2022. Ono teď tady je jedno zadělané v roce 2022. No a takže takhle krásně se to rozloží a třeba po 20 letech z toho dělali teda ty výborné perníky.
Vendus dans les fêtes foraines, les pains d'épices étaient surtout fabriqués à l'aide de moules à relief que le musée expose également. Kateřina Voláková pratique elle aussi parfois ce mode de fabrication ancestrale. J'utilise des moules plutôt exceptionnellement car le processus est assez compliqué. Il faut bien presser la pâte dans le moule avec les doigts, puis ôter ce qui est en trop. Mais surtout, le pain d'épices fabriqué jadis était très dur. Il serait immangeable aujourd'hui, on pourrait juste l'exposer. Les maisons anciennes étaient très humides et encore on devait les mouiller avant de les consommer. Alors j'ai dû moi-même inventer une pâte spéciale pour les moules. Même si on dispose de différents outils et machines pour étaler la pâte, par exemple, et même si nous ne sommes plus obligés de la couper à la hache, comme cela se faisait jadis, notre travail reste toutefois assez physique. Vous portez des objets lourds, vous restez longtemps debout en travaillant beaucoup avec les mains et parfois vous devez le faire rapidement, surtout avant Noël quand les commandes se succèdent. Kateřina crée ses propres recettes. Elle ajoute aux ingrédients de base tels que la farine, les œufs, la graisse végétale, le miel, le sucre et le cacao, par exemple du pavot, de la confiture de prunes, du chocolat, des amandes ou encore de l'hydromel. La pâtissière attribue une grande importance aux épices et recommande à ceux qui préparent eux-mêmes leur pain d'épices de choisir les saveurs qui leur conviennent et d'ajouter à la pâte leur propre mélange composé fort probablement de la cannelle, du clou de girofle, du gingembre, de l'anis et de l'anis étoilé, mais aussi du fenouil, de la coriandre, de la cardamome, sans oublier de la vanille. Sa recherche d'équilibre entre tradition et modernité conduit Kateřina à créer également des desserts originaux inspirés de la pâtisserie française, tels que des éclairs, tartelettes ou choux, ainsi que des gâteaux d'anniversaire dont certains ressemblent à des copies de tableaux de Mucha, Gauguin ou Schiele. Kateřina explique le processus de création. Au fur et à mesure que je découvrais tout ce qui était possible de faire avec le glaçage, j'ai osé me lancer dans des formes de plus en plus complexes. Tout d'abord, il faut faire un croquis ou un gabarit, puis faire des marques sur le pain d'épices pour indiquer où exactement le glaçage sera appliqué. Ensuite, on trace les contours principaux, puis on remplit les surfaces afin d'obtenir une bonne base pour le dessin. Celui-ci est réalisé à l'aide de crayons spéciaux, de feutres alimentaires. Quand je n'avais pas encore ces outils, je dessinais avec un bâtonnet en bois ou un stylo, ce qui était beaucoup plus compliqué. Il existe aussi des couleurs en poudre qui permettent de créer des ombres. C'est un processus assez long qui prend plusieurs jours, parfois même plus d'une semaine. C'est un gâteau, donc il est bien sûr destiné à être consommé, mais beaucoup de clients m'ont dit qu'ils préféraient le garder, l'exposer comme un tableau. Parfois, je reçois aussi des commandes hors du commun. Une cliente m'a demandé, par exemple, de dessiner une famille en train de se baigner à la mer. Les personnages devaient avoir une conversation et elle m'a même cité leurs propos. C'était plus un scénario de film que le thème d'un tableau. Mais je l'ai fait et la dame était contente. En plus, elle m'avait demandé de n'utiliser aucune couleur. Alors, je me souviens avoir dessiné sur le glaçage avec un bâtonnet en bois trempé dans le cacao. C'était un défi. Takže já jsem to malovala právě tehdy špejličkou kakaem. Taky perníček. Máme takové ty menší srdíčka, anebo plněný švestkovýma povidlama. Tak mi dejte ten švestkovej a jedno srdíčko. Parfois, j'ai des retours qui me font vraiment plaisir. Par exemple, une amie m'a raconté que sa mère âgée était très malade et ne pouvait plus rien avaler. La seule chose qu'elle a accepté de manger était notre pain d'épices. Emmène-moi chez Pernicaccia, aurait-elle dit. Cela m'a fait chaud au cœur. Confie encore Kateřina Voláková. Les pains d'épices qu'elle fabrique avec sa petite équipe de 5 employés ont récemment reçu le label du produit de la région de Kladno Slaný, destiné à promouvoir le travail des fabricants, agriculteurs et artisans locaux. On peut également admirer le travail de la pâtissière au musée de Velvare qui expose ses maquettes de bâtiments emblématiques de la ville, réalisées évidemment en pain d'épices. Et c'est la fin de notre programme francophone. On se retrouve
sur les réseaux sociaux ou bien évidemment demain, même heure, même fréquence. Ahoj, naslyšenou.